Et Osman Agic, donc, qui le découvreur des pyramides de Bosnie, parle à propos des pyramides donc, des États-Unis. Il dit le sol sur lequel sont posées les pyramides est parfaitement plat, comme si on avait abattu une montagne, comme si on avait eu la maîtrise, on va dire, du relief. Et Platon, dans le Critias, dit exactement la même chose quand on construit le palais de Poséidon. Il dit qu'on a abattu la montagne pour construire le palais de Poséidon. C'est-à-dire qu'on est dans la même logique. Les termes sont justement, là encore c'est très fort, et on a affaire à des travaux mégalithiques sur l'île de l'Atlantide. Et ces travaux-là peuvent être justement, quand on fait peuvent être juxtaposés avec les observations que l'on fait de pyramides qui ne sont pas qu'en Égypte. D'accord. Et on n'a pas trouvé, c'est vrai, encore l'utilisation justement de ces pyramides, la véritable utilisation. Parce que Osman Agic, j'avais entendu donner une explication qui pour lui dire... Bon, voilà, c'est une hypothèse, j'imagine, puisqu'il n'a pas la certitude, mais il dit que ça aurait pu servir à transmettre l'énergie et à transmettre de la santé. Ce qui n'est pas couillon dans l'absolu. Ce qui est pas, en tout cas, on le constate avec ce qu'on remarque. C'est Rock Soka, justement, dans un de ses magazines, il explique, mais c'est pas le seul, justement, il y a aussi un Anglais dans les années 1890 qui est un spécialiste des légendes et qui dit que les pyramides ne sont absolument pas des tombeaux. Il parle de Khéops, de la grande pyramide d'Égypte, qui n'est absolument pas un tombeau. Alors il explique pourquoi, moi j'ai plus le souvenir. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les francs-maçons ou tous les gens qui sont haut gradés dans la hiérarchie de Satan, comme Aleister Crowley, étaient fascinés et allaient pratiquer des rituels dans la pyramide de Khéops. D'accord. Oui, pour les pyramides, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que pour la pyramide de Khéops, c'est un archéologue, un professeur d'archéologie qui s'appelle Ioannis Litsiris, qui a fait des études à Oxford, qui a même connu l'université de Bordeaux, et qui lui donc constate une chose sur la pyramide de Khéops, qui est une chose tout à fait surprenante. 40%, on va dire la moitié des pierres de la pyramide de Khéops contiennent des fossiles intacts. C'est toute la différence. Ah, des fossiles de coquillages intacts. Sur la moitié des pierres. C'est-à-dire qu'en fait, ce que ça signifie, c'est qu'il y a eu, à l'endroit de ces pyramides, on va dire une région aquatique, mais qui n'a pas duré suffisamment longtemps pour donner des fossiles de coquillages abîmés. Donc c'est tout à fait intéressant. Il y a eu une région aquatique, donc tout à fait provisoire, on va dire. D'où la question du déluge. Et ce qui est intéressant, c'est que Crombette, donc, Fernand Crombette, qui est décédé en 1971, qui est un spécialiste des langues anciennes comme le copte ancien, qui lit les hiéroglyphes, qui contredit Champollion dans sa méthode de lecture des hiéroglyphes, et qui est étudié en égyptologie. Crombette qui pense aussi que la Terre n'a pas des milliards d'années et qui parle de 6000 ans, quelque chose comme cela. À ce point-là? À ce point-là, oui, qui est tout à fait... c'est la périodicité que l'on avançait au moment, effectivement, de la Révolution française. De la Révolution française. Non, mais attends, passer de 6 milliards à 6000 ans, bon, ça nous rappelle certains chiffres, mais là vraiment, on est... Tout à fait. Et Crombette dit, les pyramides n'ont pas pu être construites par des esclaves parce que la population, après le déluge, était en train de se reconstruire. Le problème, c'est qu'avec les scientifiques à l'heure actuelle, c'est qu'ils avancent des théories, puis après ils les réfutent, etc. Oui, voilà. Tu vois, tu entends parler, il y a plein de choses comme cela, de tas de choses, on a droit à
On a tas beaucoup d'informations. d'informations, Mais quand il y a la contrepartie, je veux dire, ou quand il y a le constat quand il y a une contradiction qui vient de la part de ces scientifiques, là, ce n'est pas du tout annoncé. Oui, c'est vrai. Donc on reste, on va dire, sur l'effet du mensonge ou du moins de l'erreur, pour dire les choses poliment. Et alors, ça veut dire l'univers, parce que moi c'est ça qui me sidère quand même, quand tu me dis là, il y aurait 6000 ans. Mais ça voudrait dire que, regarde, tout à l'heure on parlait d'une cité voilà, de Tehuilinaco là, qui a 15 000 ans. Non, je parle qu'elle a été faite entre le 10e, enfin, 9e et 15e siècle avant Jésus-Christ. Mais après, on va donner des âges, effectivement. Certains pensent ça a existé, peut-être, je ne sais plus, parce qu'on a trouvé des âges. Mais alors l'existence des dinosaures, elle serait très brève alors dans l'histoire, ce serait épisodique, presque anecdotique. C'est pour ça que Job, en 45, quand il voit le Béhémoth, en tout cas il voit une bête. Quelle est cette bête? Et on sait, avec plusieurs cas, que l'homme a vécu à l'époque des dinosaures. Glenn Rose le montre, il y a plusieurs cas comme cela en tout cas. Il y a plusieurs cas. Le problème c'est que on veut imposer le darwinisme à la société. Et pour que je dirais ce calque prenne, pour que ce dogme prenne, on est obligé d'avoir des longues périodicités. On en revient effectivement à ce qu'on disait en première partie. Mais il n'y aurait pas une concurrence, on va dire, entre ces dinosaures et ces hommes, parce que j'ose même pas imaginer une terre pleine de dinosaures. Nous, pauvres humains, j'ai envie de dire, enfin dans notre état physiologique actuel, on n'est pas en mesure de se battre contre eux. Il faut qu'on soit nombreux, avec des armes, des stratégies, etc. Les dinosaures sont plus malins, on le sait, ils étaient assez futés. J'en sais rien. Enfin, en tout cas, un T-Rex, j'ose pas imaginer, une bête énorme avec des dents comme ça, comment... c'est ça que j'ai du mal à concevoir. Comment est-ce que l'homme... il aurait pu se développer, on va dire, dans un univers, enfin, dans un environnement avec des dinosaures. Tout l'intérêt, justement, quand on parlait d'une connaissance de l'homme au début de l'humanité qui était certainement supérieure à la nôtre. Et je n'y peux rien, mais les pierres d'Ica du docteur Carrera montrent des dinosaures qui sont domestiqués par des hommes, et c'est ce que montrent aussi les plaques en or qui sont sorties par le père Crespi. Donc il y a plusieurs cas comme ça ça paraît fou, je veux dire, mais si on fait abstraction de notre bonne éducation et qu'on décide réellement de regarder les choses en face, eh bien, ce dogme effectivement du darwinisme, de tout ce qu'il y a autour, est complètement battu en brèche. Et est-ce qu'on peut imaginer... C'est pour ça que tu as un type comme... J'en reviens encore à ce n'est pas n'importe qui. Le docteur Kentowint a été mis en prison parce qu'il a dérangé. Et puis il y a cette ministre, Maria van der Hoeven, qui n'est pas n'importe qui, un ministre de la science, qui dit... et qui est soutenu par Seis Dekker, donc qui a été le plus grand scientifique des Pays-Bas en 2003, décoré du prix Spinoza. Ils disent tous les deux, voilà, il faut enseigner le créationnisme avec l'évolutionnisme. Et ce que je ne fais qu'exprimer, c'est du créationnisme. Seulement, on a tellement été baigné dans un mensonge. Écoute, c'est ce qu'on voit aussi avec je veux faire un parallèle avec le docteur, avec Robert Faurisson. C'est-à-dire, il émet une hypothèse, ou du moins il prétend démontrer certaines choses, qu'on ne lui donne pas la possibilité effectivement de développer puisqu'il est attaqué. Les gens qui croient autre chose que ce qu'explique le docteur Faurisson ne peuvent pas s'imaginer une seule seconde que ce qu'il dit est vrai. Parce que le mensonge a fait a pris sa forme, on va dire, dans l'intelligence, entre guillemets, dans la réflexion. Et quand tu avances quelque chose d'autre, bon, le cas échéant sur le créationnisme, ce n'est pas du tout imaginable. Et pourtant, on se rend compte qu'il y a des traces de dinosaures, on voit qu'un chalutier japonais pêche un plésiosaure, etc., etc., etc. Et on se rend compte que il y a des traces, et elles sont très nombreuses, démontrant qu'il y a une civilisation, voire plusieurs. Mais les dinosaures, ils ont disparu, pourquoi? Comment ils ont disparu? C'est quoi le déluge? Alors, moi je pense, et c'est aussi une explication ça peut être une explication sur la disparition des géants, c'est que la pesanteur, après le déluge,
avec des courants magnétiques notamment, les courants terrestres, auraient certainement entraîné une pesanteur, un accroissement de la pesanteur. Et donc, une forme gigantesque qui n'avait pas de mal à se mouvoir, on va dire, avant le déluge, ne pouvait plus exister après le déluge. Le problème, c'est que, voilà, alors... Ah, donc c'est pour ça que tous les grands animaux sont morts d'un coup, ce qu'on a vu... On peut le penser. Ouais. Et c'est pour ça que, quand on parle de formes gigantesques, ce sont des formes gigantesques marines. Parce que la pesanteur est moindre en milieu aquatique. D'où l'intérêt de cette fameuse histoire du Loch Ness et de formes semblables, du moins d'histoires semblables qu'on retrouve partout, même en Islande. C'est courant, quoi. On ne peut pas constamment dire que c'est du faux. Il y a X on va dire, observations qui démontrent que les anciens connaissaient les dinosaures. Les mosaïques romaines, par exemple, il y a des mosaïques romaines qui démontrent, qui reprennent le dessin de dinosaures. On parlait du temple d'Angkor. On peut parler de la porte d'Ishtar aussi. Alors que selon l'histoire officielle, est-ce que même l'état de l'avancée de la science de l'époque leur permettait de reproduire... Alors c'est toute la question, parce que justement, en Australie, il y a des Indiens aborigènes qui chassent un plésiosaure, on les voit avec des lances, mais ils reproduisent en plus le système digestif de l'animal sur cet art pariétal. Je pense que je l'ai mis dans mon livre, en tout cas, on voit qu'ils connaissaient, ils avaient certainement dépecé l'animal pour en connaître, en tout cas ils en connaissaient l'anatomie. D'accord. Bon, ça c'est sacrément étonnant. Est-ce que aussi, alors c'est une question, est-ce que les fameuses villes enterrées là, de Göbekli Tepe, etc., qui sont en Anatolie, enfin en Turquie, est-ce que justement c'était pas fait aussi pour se protéger justement d'un monde extérieur parce que c'était un peu bizarre d'aller s'enterrer sous terre. Parce qu'on a retrouvé en plus aussi là récemment, alors là c'est beaucoup plus récent, c'est de cette année, on a retrouvé aussi des constructions en Russie, semble-t-il, en Sibérie. C'est possible. Avec des pierres pareilles, des pierres taillées de Newton, des mégalithes, voilà. Oui, c'est exact. Donc est-ce qu'il n'y avait pas à un moment donné, alors moi ce qui m'a toujours interrogé, c'est de me dire est-ce que l'humanité à un moment donné se protégeait d'un danger, parce que je vois pas l'intérêt d'aller s'enterrer comme ça sous la pierre, de se protéger comme ça. Alors pour le cas de Derin Kuyu, j'en reviens encore à ça en Turquie, qui est en Cappadoce, on disait que les chrétiens se sont abrités dans ce lieu parce que les musulmans, entre autres, leur faisaient des misères. Bon, en tout cas, il y a une construction d'une chapelle à Derin Kuyu, et on dit que les chrétiens ont habité cet endroit pour se protéger. Mais si Derin Kuyu a existé, on va dire, a été construit 1500 ans avant Jésus-Christ, c'est qu'il y avait encore une fois, parce qu'on parle des Hittites, on ne sait pas en tout cas pourquoi... on se protégeait de quelque chose en tout cas. Je sais pas, c'est un peu bizarre d'aller se percher. Pourquoi aller se percher au haut d'une montagne, être inaccessible? Parce qu'on voit bien qu'ils se rendent inaccessibles du reste du monde extérieur, enfin très difficile. Donc ça veut dire qu'on se protège de quelque chose, qu'on craint quelque chose, non? Parce que c'est ça qui est étrange, c'est sûr qu'on a l'impression qu'ils se protègent. Mais alors, donc ça veut dire quoi? Les créatures donc disparaissent après le déluge, elle emporte une partie des géants, de la civilisation... Tous les géants, quasiment, on va dire tous. Bon. Tous, puisque ceux qui sont dans l'arche, Noé n'est pas un géant, ni sa famille non plus, et les géants pourtant réapparaissent après le déluge. Ce que je peux remarquer, et ça, c'est qu'il existe des pyramides également en France. Et où? À Falicon, à côté dans la baie de Nice. Elle est petite, elle paraît petite d'extérieur, mais en fait elle a été cassée. Semble-t-il, il y a un témoignage sur internet d'une personne qui dit qu'il y a 20 ans elle ne l'était pas, qu'elle était encore entière, qu'elle sortait du sol. Aujourd'hui elle est cassée quand même sur une bonne partie, mais il y a encore une grande partie qui sort du sol. Et ce qui semble, c'est qu'on a bien, elle est toute creuse en fait. Et en fait elle est à l'intérieur de la montagne. Et on voit parfaitement qu'il y a des grandes excavations, des salles, et plusieurs salles.
Et je peux même savoir par des oreilles indiscrètes qui ont pu aller se rendre à l'intérieur qu'il y a plusieurs étages. Et ce qui est pour le moins étonnant, c'est qu'il existe en fait, dans le prolongement même de la pyramide, puisque la pyramide est comme ça, le premier bâtiment qui est dans son prolongement, donc en bas de la montagne, j'ai envie de dire quelques centaines de mètres, peut-être 200-300 mètres, c'est l'ancienne caserne des Templiers. Encore plus étrange.